Et à tous, on va faire aujourd'hui le cours des brûlures dans la traumatologie. Alors, la brûlure, c'est quoi déjà? C'est une destruction du revêtement cutané, parfois des structures sous la peau, par un agent qui est soit thermique, chimique, électrique ou par des radiations. Cette destruction elle va débuter dès 50 degrés avec une exposition supérieure à 15 minutes, ou dès 70 degrés pendant une seconde. Si on met notre main au four, elle va directement cramer. Les agents vulnérants, alors ils peuvent être thermiques, chimiques, électriques ou des irradiations. Thermiques, dans 90% des cas, c'est les plus fréquentes. C'est généralement les accidents domestiques, c'est les liquides chauds, les gaz chauds et les flammes. Chimique, alors c'est soit l'acide fluorhydrique ou l'acide phosphorique, donc qui va faire des brûlures chimiques sur la peau. Électrique, c'est les plus graves. Pourquoi? Parce qu'on a une sous-estimation des lésions, parce qu'une brûlure électrique s'accompagne souvent par des lésions internes. Et les irradiations, c'est les brûlures bêta, relativement superficielles, mais avec atteinte vasculaire qui est constante. Donc bêta pour le bord de la peau. Les circonstances, alors c'est souvent des accidents domestiques, donc les plus fréquents, les plus fréquemment touchés, c'est les femmes et les enfants, avec une aspersion avec liquide chaud. Une brûlure sur deux survient à moins de 15 ans, c'est-à-dire que un, un enfant moins de 15 ans va sûrement avoir une brûlure dans une fois sur deux. Alors, les AFB avec incident du véhicule ou les catastrophes collectives. Physiopathologie. Les brûlures étendues provoquent de nombreuses dysfonctions d'organes, dont le syndrome inflammatoire de réponse systémique, c'est ce qu'on appelle le CIRS, secondaire à une brûlure. Donc, dès qu'il y aura une brûlure, il y aura une inflammation partout dans le corps. La physiopathologie de la brûlure relève de la disparition de la peau et des propriétés protectrices. Donc la peau, elle a une propriété protectrice. Dès qu'elle va disparaître à cause de la brûlure, on aura la physiopathologie de la brûlure. Alors, on aura soit une maladie locale, donc des séquelles, c'est surtout les mains, donc on aura un pronostic fonctionnel avec déformation de la main, et on aura aussi une maladie générale. Et là, la plus importante, c'est l'atteinte des voies aériennes respiratoires qui peut causer l'asphyxie et donc le pronostic vital. Ok, conséquences inflammatoires, on a quoi? On a une hyperperméabilité capillaire inflammatoire. Donc, on a une fuite des protéines dans l'espace interstitiel. Donc, ça va nous causer des œdèmes. Et on aura une hypoprotidémie avec plasmorragie. Donc là aussi, on a fuite protéique alors que les éléments cellulaires restent dans le sang. Donc on a une hémoconcentration avec hypoprotéidémie. Par quoi? Par fuite protéique. Ou ça dans les éléments cellulaires. Ok, les conséquences, on aura un choc hypovolémique avec hémoconcentration. Pourquoi on a dit hémoconcentration? Parce que les éléments cellulaires vont rester dans le sang. Et hypovolémique, parce que la pression oncotique aura diminué. Les conséquences cardiovasculaires, alors durant les 48 premières heures, on aura un choc hypovolémique. Donc beaucoup d'œdème, où est parti cette eau? Justement, c'est pour cela qu'on a le choc. Alors, la fuite vasculaire d'eau et de sodium va faire un trou capillaire. Donc on aura une hyponatrémie. Donc les liquides est parti du secteur vasculaire et aller dans l'interstitium. Donc on aura une fuite capillaire importante, donc un exsudat fait d'eau et de protéines, et avec perte hydrique et protéique majeure. On aura aussi un choc cardiogénique avec diminution du débit cardiaque, augmentation de la perméabilité capillaire et déficit du volume sanguin, on a une hypovolémie, et augmentation des résistances vasculaires pour compenser cette hypovolémie, pour donner plus de sang aux organes. Les conséquences respiratoires, après inhalation de fumée, toutes les voies aériennes respiratoires, trachées et bronches sont atteintes. Après exposition aux fumées, l'alvéole et le CS d'une réaction inflammatoire locale intense, donc il y aura destruction de surfactants
avec collapsus vasculaire et baisse de la compliance pulmonaire. Donc ce surfactant sert de liquide, on va dire, d'amortisseur pour que les alvéoles ne se touchent pas. Donc s'il n'y a pas de surfactant, on aura un collapsus et on aura une baisse de la compliance pulmonaire. C'est ce qui va causer un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Enfin, les fumées contiennent des gaz comme le CO et les cyanures qui ont une toxicité systémique. Donc ils peuvent donner une hypoxie cellulaire et l'intoxication au cyanure induit une acidose lactique. Pourquoi? Parce que le cyanure, il va inhiber la chaîne respiratoire mitochondriale et ça va nous poser à utiliser des lactates. C'est pour ça qu'on aura une acidose lactique. L'intoxication au CO induit une faiblesse musculaire, des céphalées et des acouphènes, une confusion, un coma ou des nausées et vomissements. Donc le CO va prendre la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc il y aura une fatigue musculaire, pas d'utilisation d'oxygène au niveau du muscle, des céphalées, acouphènes, confusion, coma, et même des nausées et vomissements qui sont considérés comme des signes neurologiques par manque d'oxygène au cerveau. Les brûlures circulaires du 3e degré compriment la cage thoracique et créent un syndrome restrictif. Donc un syndrome restrictif thoracique, c'est quand le poumon n'a pas assez de place pour se gonfler assez pour apporter assez d'air. Donc la ventilation spontanée ou mécanique sous-respiratoire devient impossible. Des incisions de décharge thoracique permettent de rétablir une mécanique ventilatoire normale. Donc on va inciser le thorax, des petites incisions, pour que le poumon puisse avoir une ventilation normale. Les brûlures de l'arbre trachéobronchique associées sont un élément de pronostic décisif. Donc si on a une brûlure dans l'arbre trachéobronchique, là c'est un élément pronostic décisif. Parce que les voies aériennes respiratoires sont atteintes, donc le pronostic vital est engagé. Tout brûlé doit être oxygéné à cause de ça, à cause des gaz, à cause du syndrome restrictif et à cause de la mauvaise ventilation. Conséquences rénales, les causes de l'IRA sont, donc on aura une insuffisance rénale. Comment? Par l'hypovolémie, à la phase aiguë, compliquée de nécrose tubulaire aiguë, donc il peut aller jusqu'à la dialyse, donc peu de volume, ischémie, nécrose. La rhabdomyolyse, donc une rhabdomyolyse va donner des dépôts de globines qui vont aller au rein et ils vont avoir une néphrotoxicité. Conséquences métaboliques, la sécrétion intense et prolongée des catécholamines endogènes, donc c'est le mécanisme principal de l'hypermétabolisme chez les brûlés. Il va donner un turnover protéique, donc une production et une destruction qui est accélérée et un déséquilibre vers le catabolisme qui va induire la dénutrition du brûlé. Donc une nutrition artificielle entérale pour éviter les complications de la dénutrition, à savoir l'immunodépression et les infections, qui vont encore aggraver cette brûlure. Donc plus il y aura de dépenses énergétiques, plus on aura besoin de glucose, et l'inflammation rend les cellules moins sensibles à l'action de l'insuline. Donc l'insuline ne pourra pas faire son travail correctement, c'est-à-dire faire rentrer le glucose dans les cellules. L'hyperglycémie est associée à une élévation des taux d'insuline et une résistance cellulaire à l'insuline. Donc ici, vu qu'on a une sécrétion intense des catécholamines qui sont des hormones hyperglycémiantes, on aura une hyperglycémie. Et en plus de ça, l'insuline ne pourra pas faire son travail correctement. Alors, les conséquences digestives dominées par l'ischémie aiguë mésentérique, par hypovolémie, les conséquences hématologiques, donc en phase précoce, on aura une diminution de toutes les lignées du sang, donc anémie, thrombopénie et leucopénie. En phase secondaire, le corps va réagir par une hyperproduction et on aura une hypercoagulabilité. Donc les conséquences neurologiques, la douleur liée aux brûlures comporte plusieurs composantes. Donc à la phase initiale, les voies nociceptives sont mises en jeu, donc les voies qui sont à la partie superficielle de la peau, et à la phase tardive, après répétition des pansements et des chirurgies, interviennent des phénomènes hyperalgiques. Donc la peau
dès qu'on va la toucher, elle va réagir d'une façon anormalement exigée. Ok, évaluation de la gravité. La surface cutanée brûlée et l'âge du patient sont les deux principaux facteurs pronostiques. Ok, on va se concentrer. Donc, la gravité, on va l'évaluer par deux choses. L'âge du patient. Donc, un sujet âgé ou un enfant, c'est pas pareil qu'un adulte. Donc, la surface brûlée aussi sont les deux principaux facteurs pronostiques d'une brûlure. La prise en charge d'un brûlé grave, là, on va faire une évaluation de la gravité initiale de la brûlure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sa superficie. Donc, une brûlure grave est considérée plus de 10% chez l'adulte et plus de 5% chez l'enfant. L'étendue et la profondeur, donc le degré de la brûlure, donc si c'est supérieur au premier degré, et le terrain. Le terrain est dit grave si c'est plus de 60 ans, donc si c'est un sujet âgé, ou si c'est moins de 3 ans. Une atteinte viscérale associée, donc elle peut être cardiaque, respiratoire ou rénale, ou même digestive. Sa localisation dans des zones où on va dire qu'elles sont graves directement, selon si ça atteint le pronostic fonctionnel ou vital. Donc par exemple, le périnée, la face, le cou et la main. Donc périnée, face, cou et main sont des zones de gravité directe. Une brûlure circulaire, donc une brûlure qui atteint toute la circonférence d'un membre, elle est considérée comme grave. Le type de brûlure, une brûlure électrique ou chimique, elle est directement considérée comme grave. Les lésions d'inhalation, donc les fumées, les suies, les vapeurs d'eau, donc c'est une atteinte des voies respiratoires, donc c'est une atteinte qui est grave. Donc ça va provoquer des lésions qui sont associées. Une pathologie grave préexistante, donc le fait d'avoir des comorbidités graves associées à la brûlure. Un retard de la réanimation, une notion d'explosion, blast, incendie en milieu clos, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fumée, un AVP, donc il y a beaucoup de lésions associées, ou un polytraumatisme. Donc en cas de polytraumatisme, en plus de la brûlure, il y a des fractures, il y a des traumas. Parce qu'un polytraumatisme, c'est au moins deux lésions, dont une qui engage le pronostic vital. Et l'AVP, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme en plus de la brûlure qui a causé cet accident. Les complications immédiates des brûlures, on a. Alors, directement, on a les complications infectieuses, la dénutrition, l'insuffisance respiratoire qui est aiguë, la déshydratation, l'hypovolémie et l'hypothermie. Alors, l'infectieuse, immédiatement, le choc septique est la première cause de mortalité à court terme chez les brûlés. Donc, une brûlure, immédiatement, elle peut s'infecter, causer un choc septique et tuer le patient. C'est 60% des décès et c'est beaucoup plus dû aux brûlures profondes qui peuvent atteindre les vaisseaux et faire un choc septique. Une dénutrition, alors elle est précoce et tardive, donc épuisement des réserves lipidiques puis protidiques. Ensuite, on aura fente musculaire. Une insuffisance respiratoire aiguë, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on est toujours dans l'aigu, dans l'immédiat. Une déshydratation par hypovolémie ou une hypothermie. Ok. Maintenant, on va voir les complications tardives. Alors, on a les palmures cutanées. Les palmures, c'est des cicatrices rétractiles des brûlures des mains. Donc, c'est une complication qui est beaucoup plus fonctionnelle. Donc, si on a une palmure cutanée, c'est-à-dire qu'on a une cicatrisation qui est mauvaise, le patient ne pourra probablement plus utiliser sa main. On a aussi les complications infectieuses et la dénutrition qui peuvent être des complications tardives ou immédiates. On a aussi l'hypertrophie cicatricielle qui est une cicatrice qui va être kéloïde ou une mélanose, donc beaucoup plus de mélanine, beaucoup plus chez les sujets de race noire. On a aussi un prurite et une hypersensibilité cicatricielle ou même un syndrome d'éloge plus tardivement. Ok,
Ensuite, on a la surface brûlée. Alors, on a la règle de la paume de la main du patient. Donc, la paume d'une main du patient représente environ 1% de sa surface corporelle totale. La surface cutanée brûlée, si elle est supérieure à 10%, on doit faire une hospitalisation. Si elle est supérieure à 30, on doit faire une hospitalisation en grand centre spécialisé des brûlés. Le tableau 2, c'est le tableau de la règle des 9 de Wallace. La règle des 9 de Wallace, elle sert à évaluer la surface brûlée en pourcentage de surface corporelle par un multiple de 9. Alors on va voir ça. Alors Wallace, il a divisé par des multiples de 9, donc 9 ou 18 généralement, les surfaces cutanées. Alors, il a donné à la tête et au cou 9. Il a donné à chaque membre supérieur en entier 9. Chaque membre inférieur, vu que c'est plus long, 18. Le tronc face antérieure, 18. Le tronc face postérieure, donc le dos, 18. Et le périnée à 1%. Donc périnée et main, c'est des petites zones, donc 1%. Bras 9, tête 9, bras 9, pied 18 et thorax 18. Ça, c'est la règle des 9 des Wallace. La profondeur de la brûlure. Alors, la profondeur de la brûlure, une brûlure, elle peut être du premier degré, du deuxième degré superficiel, profond ou du troisième degré. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, le premier degré, on a simplement un érythème. Donc, c'est juste une petite rougeur par atteinte de la couche cornée. Ce n'est même pas une brûlure, c'est le coup de soleil qu'on a tous eu. Donc, elle respecte le corps muqueux. La cicatrisation du coup de soleil, elle est spontanée, sans aucun traitement, après 3 jours et généralement après desquamation de la peau. Une brûlure de deuxième degré superficielle, là, deuxième degré superficiel, donc on est toujours dans l'épiderme, mais on a la membrane basale qui est conservée. Donc pas d'atteinte de la membrane basale vu que c'est superficiel. Elle est très douloureuse, rouge, avec généralement des phlictènes, donc des bulles. Elle est chaude. Donc on a l'inflammation cutanée, douleur, rougeur, chaleur, et avec phlictène. On a une destruction épidermique, donc l'épiderme, il est détruit, et il est hémorragique à la scarification. Donc si on va le gratter, ça va être hémorragique parce que les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux de la peau sont atteints. Donc la guérison, là aussi, elle est spontanée en 15 jours. Ensuite, on a les brûlures intermédiaires de deuxième degré, mais là qui sont profonds. Là, profond, la peau, elle commence à être blanchâtre, pâle. Donc on appelle le patchwork de la zone blanche et rouge. Peu douloureuse, parce que les terminaisons nerveuses ont été atteintes. La guérison, elle est en 3 semaines, spontanée possible, avec séquelles, mais il persistera des enclaves épidermiques au derme et un affaissement des phlictènes. Donc il y aura des phlictènes qui vont s'affaisser, donc elles vont partir, mais vu que c'est profond, c'est un deuxième degré profond, là on aura une cicatrice qui restera, donc avec séquelles. Ensuite, on a le troisième degré. Donc ici, on peut aussi faire un pansement gras antiseptique avec excision greffe précoce de la peau pour éviter les séquelles. Ensuite, on passera au troisième degré. Troisième degré, on a une destruction totale du derme.
Là, c'est blanc nacré, voire noirâtre, une texture qui est en cuir, donc noirâtre, insensible, et la chirurgie doit se faire par greffe de peau parce qu'elle ne va pas cicatriser seule. Contrairement au deuxième degré qui était spontané, possible avec séquelles, là, elle ne va pas cicatriser seule. Donc, petit récap, premier degré, c'est juste un érythème avec atteinte de la couche cornée qui respecte le corps muqueux et qui va cicatriser spontanément en 3 jours après l'exclamation. Le deuxième degré superficiel, la membrane basale, elle est conservée, très douloureux, donc rougeur, chaleur et douleur avec flicten. Destruction épidermique et hémorragie à la scarification, guérison spontanée en 15 jours. Deuxième degré profond, peau blanchâtre pâle, peu douloureuse, guérison en 3 semaines spontanée possible. Il persiste des enclaves épidermiques au niveau du derme et il y aura affaissement des flictènes. Traitement, on peut faire un pansement gras antiseptique avec excision greffe de la peau. Et en troisième degré, on a une destruction totale du derme, profond, blanc nacré, noirâtre, texture en cuir, insensible. Et là, la chirurgie, elle doit se faire parce qu'elle ne cicatrise pas seule. Ok, les indices pronostiques, on a les indices de gravité, c'est ce qu'on appelle l'indice de Beau. L'indice de Beau, donc Beau, il va faire pour le B le pourcentage de la surface brûlée et pour le A, il va additionner l'âge du patient. Donc l'indice de Beau, c'est le pourcentage de la surface de brûlée plus l'âge du patient. Donc il est grave si il est supérieur à 50. Il est très grave s'il est supérieur à 100. Par exemple, un sujet de 70 ans avec une surface cutanée brûlée de 40%, c'est supérieur à 100, donc c'est très grave avec une mortalité de plus de 50%. Le pronostic, il est quasiment fatal. En pratique, la brûlure est grave si c'est plus de 20% chez l'adulte, 10% chez les enfants et les sujets âgés et 5% chez le nourrisson. En pratique, on fait ça. Un adulte avec plus de 20%, c'est grave. Un enfant avec plus de 10% ou un sujet âgé, c'est grave. Et un nourrisson avec plus de 5%, c'est grave parce que le principal risque, c'est l'hypovolémie. Donc, dans ces cas-là, on hospitalise. On a aussi le score UBS, donc unité de brûlure standard, par pourcentage de surface totale de brûlée, plus 3 fois le pourcentage de surface brûlée au troisième degré. Donc une brûlure grave, c'est toujours un UBS qui est à 100. Une brûlure, mettons le pronostic vital, c'est un UBS supérieur à 150. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le pourcentage de surface totale brûlée, plus si c'est une brûlure de troisième degré, elle va être multipliée par 3. Le calcul du score pronostic permet de définir l'orientation de la victime. L'évolution sur le plan local, l'évolution locale d'une brûlure dépend de l'état général et de l'état nutritionnel et du degré de colonisation bactérienne. Les brûlures profondes cicatrisent en 3 étapes, donc détertion, bourgeonnement et épidermisation. La phase de détertion, il y aura élimination spontanée et progressive des tissus nécrosés. Donc les tissus nécrosés vont être considérés comme des tissus étrangers et on va les éliminer, le corps va les éliminer, c'est la détertion. Le bourgeonnement, c'est la perte de substance cutanée qui devient propre et rouge, ça va former un bourgeon propre, sans nécrose et qui va se former. C'est généralement ce bourgeonnement qui va donner des cicatrices qui sont rétractiles. La phase de cicatrisation spontanée et d'épidermisation, donc elle est influencée si il y a une infection et des débris étrangers dans la plaie, s'il y a ischémie tissulaire, donc mauvaise vascularisation pour faire une cicatrisation, s'il y a dénutrition, s'il y a diabète et s'il y a séroïde. Donc là, ça va causer une immunodépression, donc ça va défavoriser le système immunitaire pour la peau pour provoquer des infections.
Une brûlure infectée présente. Donc, une brûlure infectée va avoir des berges violacées et œdématiées. Une chute d'escarre qui est rapide. Une coloration de la brûlure en noir ou en marron foncé et une transformation d'une brûlure partielle en une nécrose tissulaire totale. Donc infecté, c'est violet, c'est œdématié. Une chute d'escarre qui va être rapide, qui va même pas avoir le temps de cicatriser. Une coloration qui est noire ou marron. Une odeur nauséabonde aussi. Et une brûlure partielle. Donc une transformation d'une brûlure partielle en une nécrose tissulaire totale. Donc au lieu de cicatriser, elle va se nécroser. Alors comme traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on a la période pré-hospitalière, donc avant d'arriver à l'hôpital. La priorité est d'extraire le patient du lieu du danger, évacuation du blessé et le déshabillage. L'évaluation clinique ABCDE, donc airways, breathing, etc. L'état hémodynamique, respiratoire et neurologique. Contrôle des voies aériennes et de l'hémostase avec au besoin intubation et ventilation. Contrôle de l'état hémodynamique avec maintien d'une volémie parce qu'on a une hypovolémie. Une mesure de la température tympanique parce que ça va être une température qui va être à l'intérieur du corps par rapport aux températures axillaires qui vont être très chaudes dues aux brûlures. Lutter contre l'hypothermie et la douleur, couvrir les brûlures avec un linge humide et propre. C'est pour ça qu'on doit déshabiller le brûlé. En cas de polytraumatisme, la gestion des lésions traumatiques représente l'urgence thérapeutique et elle doit précéder la prise en charge des brûlures. Donc en cas de polytrauma, les lésions traumatiques, c'est une urgence thérapeutique qui doit précéder la prise en charge des brûlures. Et en prendre compte l'augmentation des besoins volymiques liés à l'atteinte cutanée. Refroidissement local, on a dit, de la brûlure précoce par aspersion d'eau ou à l'aide d'un pansement à base d'hydrogel. En cas de plaie exudative, donc on peut mettre des alginates, des hydrofibrates ou des hydrocellulaires. Lutter contre l'hypothermie à l'aide de champs stériles et d'une couverture de survie. Et il faudra aussi mettre en place un monitorage continu pendant le transport pour vérifier ces tensions. Alors, Airways, assurer la fonction respiratoire, donc oxygénothérapie. On a dit que tout brûlé doit être oxygéné, soit au masque à haute concentration. Donc si le patient est conscient et en l'absence de brûlure de la face et du cou. L'intubation trachéale va être nécessaire en cas de détresse respiratoire aiguë, donc inhalation massive de fumée. Donc cyanure et odème facial, on doit intuber. Un Glasgow -2,8, on doit intuber. Des brûlures graves, donc plus de 50%, on doit intuber en raison de l'anesthésie générale requise pour l'analgésie. Parce qu'on doit faire une anesthésie générale, donc c'est sûr qu'on va intuber. Assurer la fonction circulatoire, donc expansion volémique, systématique, si surface cutanée brûlée supérieure à 10%. Donc là, on doit transfuser. Expansion volumique, donc 2 voies veineuses et pas une, 2 voies veineuses périphériques. Une perfusion de 1 tiers de bicarbonate de sodium pour 2 tiers de chlorure de sodium est immédiate parce qu'on va beaucoup perfuser, donc au moins 1 tiers de bicarbonate de sodium pour 1 tiers de chlorure de sodium. Privilégier les cristalloïdes type Ringer lactate parce qu'ils vont être plus efficaces que le salé. Parfois, on doit introduire la noradrénaline. À la phase hospitalière, le remplissage sera guidé par la diurèse horaire et doit être maintenue entre 60 et 80 ml par heure. Donc la diurèse, ça va être le meilleur reflet de la volémie chez un patient brûlé. Entre 0, donc entre le début et la 8e heure, donc les formules de remplissage de l'adulte, on a la formule de Baxter ou la Pracklinde Hospital. Donc 4 ml par kilo par surface cutanée brûlée par 24 heures de Ringer lactate. Okay, la moitié doit être perfusée dans les 8 premières heures. On a aussi la formule d'Evans, c'est 2 ml fois le pourcentage de la surface cutanée brûlée fois le poids en kilogrammes de Ringer lactate toujours, plus 2 litres par 24 heures de glucosé pendant 24 heures. Chez l'enfant, les formules
Hadou, elles sont pas très... elles ont tendance à sous-estimer les besoins liquidiens. C'est pour ça qu'on a la formule de Carvajal qui doit donner 5 litres par mètre carré de surface brûlée plus 2 litres par mètre carré de surface corporelle. On l'utilise chez l'enfant. Les autres gestes, alors, on peut faire un bilan initial avec ECG, gaz du sang, lactate, téléthorax pour voir s'il y a un OAP, un groupage résus RAI ionogramme pour la volémie en cas de besoin de transfusion. Et on doit surveiller les complications de la réanimation, la dénutrition, la neuropathie périphérique, les escarres et les infections nosocomiales. Donc ça, c'est en cas d'admission dans la réa. On doit lutter contre la douleur en donnant de la morphine, du paracétamol, du néfopam ou du tramadol. Les thérapeutiques spécifiques des intoxications au gaz hypoxémiant, donc outre l'oxygène systématique à fort débit, on peut utiliser aussi l'oxygène hyperbare pour les intoxications au CO. Donc l'oxygène hyperbare, c'est un oxygène qui est vraiment à forte pression. Donc on l'utilise pour les intoxications au CO avec évacuation, donc signalement à l'ARS via le centre antipoison local. L'hydroxycobalamine, donc la vitamine B12, donc cyanokite, en cas d'intoxication au cyanure. Parce que le cyanure va causer une baisse de la B12. Donc c'est pour ça qu'on va la donner. Le monoxyde de carbone provient, donc quand est-ce qu'on va suspecter que le patient a inhalé du monoxyde de carbone? Si c'est une chaudière à gaz, un four à gaz ou une poêle à pétrole. Donc la nutrition, elle est hypercalorique dès le premier jour. Ensuite, on va faire les autres traitements, comme par exemple une prévention antitétanique parce qu'il y a eu exposition à la peau à divers agents bactériens, comme par exemple le Clostridium tetani, mais il n'y a pas d'indication à l'antibiothérapie préventive, sauf en cas d'illumination du contenu gastrique en dehors de la phase initiale. Et là, on va traiter la pneumopathie d'inhalation et non pas une brûlure cutanée par antibiotique. Le traitement local, donc chirurgical par topique antibactérien qui permettent de retarder le développement des infections. Soit d'entourer les régions corporelles brûlées avec des champs stériles, soit d'utiliser la sulfadiazine, c'est ce qu'on appelle la flamazine. Donc flamme pour flamazine, donc voilà. En urgence, la réalisation d'incisions de décharge ou aponévrectomie en cas de lésion profonde circulaire, donc circonférentielle pour éviter un syndrome de Loge. Donc on doit faire des petites incisions de la peau. Le traitement conventionnel, c'est la détertion assistée. Il s'agit de guider la cicatrisation des lésions en associant des bains de pansement et des gestes d'excision au besoin. Donc ça, c'est la détertion assistée, parce que la peau, elle a déjà une détertion, comme on a dit. Les lésions superficielles, donc les lésions de premier et deuxième degré et intermédiaire, vont cicatriser spontanément à la 3e, 4e semaine grâce à l'intégrité de la membrane basale. Donc premier et deuxième degré, superficiel, il n'y a pas d'atteinte de la membrane basale. Donc nécessite souvent un pansement en tuiles gras et la détertion et la cicatrisation dirigée en cas de brûlure superficielle. Donc la détertion et cicatrisation, elle peut se faire en cas de brûlure superficielle. Les lésions profondes, la détertion des tissus nécrotiques sera obtenue soit par ponction macératif, qui vont provoquer une lyse des tissus dévitalisés. Donc ces pansements, ils vont macérer la peau, donc ils vont gratter la peau, et ils vont exciser tous les tissus qui sont morts. Soit par une excision chirurgicale, donc manuelle, au bicéroïde ou au dermatome. Donc l'excision greffe-peau, exérèse du tissu brûlé par excision tangentielle dans la première semaine, et greffe immédiate de la peau prélevée en peau saine après excision. Donc on va faire une exérèse, on va enlever la peau brûlée dans la première semaine, et on va faire une greffe immédiate de peau prélevée en peau saine après excision. Donc ça, comme on a dit, c'est pour les brûlures du 3e degré ou des brûlures étendues. Chez les brûlés,
La greffe de peau mince sera prélevée sur les zones indemnes du corps, donc par exemple les cuisses ou au cuir chevelu, par un dermatome après 21 jours. Alors, pour une peau totale, donc une greffe de peau totale, l'avantage, elle est esthétique, fonctionnelle et moins de rétraction. L'inconvénient, c'est qu'il y aura des cicatrices. Pour une peau mince, l'avantage, c'est que possible pour des surfaces importantes, cicatrisation spontanée du site donneur. Et s'il existe une zone saine à proximité, on préférera le lambeau à greffe de la peau. Donc, si il y a une zone saine à proximité, on va faire plutôt un lambeau plutôt qu'une greffe de peau, parce que c'est à côté. Ok, on arrive bientôt à la fin. Les aspects spécifiques et la prise en charge, les brûlures chimiques, le premier geste à réaliser le plus rapidement possible est le retrait des vêtements d'une brûlure chimique, parce que les vêtements, ils vont encore contenir le produit chimique, avec un lavage abondant à l'eau et prolongé des lésions. Donc on va laver, laver, laver. Une particularité concerne les brûlures par acide fluorhydrique, donc c'est un acide anti-rouille qui pénètre profondément le revêtement cutané. Elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital par l'hypocalcémie. Donc, en plus de pénétrer profondément la peau, ils vont faire une chélation des ions de calcium et de magnésium. Le traitement repose sur l'application locale de crème de gluconate de calcium après lavage abondant. Donc, après lavage, on met du gluconate de calcium. Les brûlures électriques, le traitement des lésions électrothermiques impose des gestes chirurgicaux d'urgence. Électrique, donc aponeurotomie, ténotomie, escharotomie, voire même des amputations. Blast, donc le brûlé blast est un polytraumatisé, donc c'est une explosion. Le problème thérapeutique qui se pose, c'est le poumon humide suite au blast et le brûlé hypovolimique. Donc là, est-ce qu'on doit remplir ou pas par rapport à l'hypovolémie ou est-ce qu'on va surcharger ce poumon humide? Alors, deux termes à ne pas confondre, c'est le coup de chaleur. Donc le coup de chaleur, c'est une température centrale qui est supérieure à 40 degrés avec des signes neurologiques, confusion et délire. Mais absence d'argument pour une autre cause, notamment infectieuse. Une hypothermie, c'est un abaissement de la température centrale toujours, donc coup de chaleur et hypothermie, en dessous de 28 degrés. C'est à ne pas confondre avec les brûlures. Et je vous remercie.